Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes dernières lectures et vous donner mes différents avis. Vous allez voir, il y a un petit peu tout, aussi bien de la lecture mitigée que de la lecture sympathique ou encore du coup de cœur. Ouais, mais avant de vous présenter tout ça, générique. Je vais terminer par mon coup de cœur de ces derniers temps, comme the cherry on the cake, comme la cerise sur le gâteau. Et je vais donc commencer avec une lecture dont je suis ressortie mitigée. Et il s'agit de Enlevé par le destin par Shannon Meyer, qui est donc le premier tome de la saga Les Territoires Alpha, publié chez Rancière. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. La jeune femme est vendue aux vampires et forcée de prendre part au jeu de la moisson, une joute de séduction aux conséquences mortelles. Fils bâtard du roi et général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un seul but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund, prêt à tout pour conserver le pouvoir. C'est sans compter sa rencontre avec Sienna, un désir aussi sauvage qu'interdit né entre l'humaine et le vampire. Mais dans un climat politique plein de violence, le moindre faux pas peut leur être fatal. Déjà, on en parle de la couverture qui est vraiment très très belle. Donc il y a une dust jacket. Quand on l'enlève, on a une couverture vraiment très belle, bordeaux rouge, avec en dessous de la dust jacket une carte qui est vraiment très bien détaillée et qui nous permet vraiment de savoir où se situe tel ou tel territoire. À l'intérieur, il y a des pétales de rose rouge. Franchement, je suis trop fan. En plus, comme vous le savez, le rouge est ma couleur, hein, d'où mes lèvres et ma chemise. D'ailleurs, je suis coordonnée avec la couverture du livre. Pourquoi j'ai été mitigée par cette lecture? Parce que déjà, il y a plusieurs points que j'ai appréciés et d'autres points que j'ai beaucoup moins aimés qui m'ont vraiment embêtée, surtout un qui pour moi prend le pas sur tout ce que j'ai apprécié. Donc déjà, ce que j'ai apprécié, c'est le world building. Il est bien construit, même si à mon sens, il manque quand même pas mal de détails parce qu'il est quand même pas mal survolé à cause d'un aspect que j'ai moins aimé qui pour moi prend le pas sur ce world building qui fait qu'il est survolé. Je vous en parle juste après. Donc ouais, le world building, j'ai bien aimé cette notion de voile qui a été levée entre les humains et les créatures fantastiques. Alors clairement, si vous avez l'habitude comme moi de lire de la fantasy, c'est quelque chose, c'est une notion qu'on a déjà vue dans d'autres livres, que ce voile a été levé. Donc à partir de ce moment-là, les humains ont connaissance de l'existence des créatures fantastiques comme les loups-garous ou encore les vampires. Donc j'aime bien cette notion-là. Et on a aussi donc la notion d'esclavagiste qui est très très intéressante, qui est bien menée, je trouve, où en fait pour éviter que les vampires, les loups-garous ne commettent des carnages chez les humains, et bien les humains ont fait un accord avec les créatures fantastiques où ils donnent donc chaque année des leurs, ils donnent des humains aux vampires et aux loups-garous pour leur servir d'esclaves. Je trouve que c'est très bien amené. Et donc là pour le coup, Sienna qui pense qui va être esclave chez loup-garou pour sauver son meilleur ami, et bien elle va se retrouver dans le camp adverse. J'ai bien aimé aussi Sienna qui je trouve a un caractère fort, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et franchement j'aime beaucoup ce genre de caractère féminin. Après Dominique, je n'ai pas encore d'avis sur ce personnage là, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. J'ai aussi apprécié cette notion de jeu de la moisson que j'ai trouvé très intéressant, où les humains en fait, enfin les humaines plutôt parce qu'il n'y a que des femmes, qui doivent participer au jeu de la moisson pour pouvoir survivre au sein des vampires, puisque le but c'est de absolument séduire un vampire pour pouvoir rester en vie. Donc j'ai apprécié ce jeu là et voilà, maintenant je vais vous parler de ce que j'ai moins aimé. Donc déjà j'ai trouvé qu'il y avait certaines incohérences tout au long de l'histoire, notamment une qui, j'ai pas trop compris, parce qu'en fait les humaines n'ont pas le droit de se balader au sein du château et de ses jardins, voilà, aux alentours. Les humaines n'ont pas le droit de sortir. Et vous savez quoi, Sienna, elle sort sans scrupule, elle sort alors que c'est strictement interdit. Et en plus de ça, c'est quand même mentionné à un moment donné que les vampires ont un odorat vraiment très aiguisé. Alors pourquoi elle a le droit de sentir sans que les vampires ne s'en aperçoivent? Déjà voilà, il y a ce genre d'incohérence là, alors c'est très subtil, mais voilà, c'est quand on est fan de fantasy plus et qu'on est passionné aussi de vampires, c'est vrai qu'on a tendance à s'en rendre compte assez facilement. Et l'autre point négatif, c'est la romance.
Alors là vous allez me dire mais attends, toi t'es pas censé être fan de romance? Mais si, je vous assure, je suis fan de romance plus. D'ailleurs même maintenant je me rends compte que s'il n'y a pas de la romance dans un livre, j'ai du mal à lire, voilà. Je veux qu'il y ait de la romance. Et s'il y a en plus de la fantasy, oh là là, c'est mon dada comme vous le savez. Pourquoi je dis que c'est la romance aussi? Le point négatif, c'est qu'en fait, cette romance, elle prend vraiment le pas sur tous les autres sujets, politique, théorie du complot, tout ce qui est histoire de vampire, tout ça. La romance prend vraiment le pas sur ça. Mais encore, si ce n'était que ça, ça m'irait quand même, parce que j'adore la romance. Sauf que là, cette romance n'est même pas travaillée parce qu'en fait, le désir est beaucoup trop présent. Alors j'adore les romances slow burn, quand il y a du désir, c'est quelque chose que je kiffe, sauf que là en fait, déjà parce que la romance elle est survolée, mais surtout aussi parce que le désir est beaucoup trop important. Il revient quasiment, alors je vais pas dire à chaque page parce que ça serait abusé, mais justement à chaque chapitre ce désir revient et parfois ça donne des scènes plutôt malaisantes. Voilà, donc est-ce que je vais lire la suite? Bah je sais pas, parce que pourtant la fin me donne envie de lire la suite parce que voilà, ça nous laisse avec un cliffhanger. Mais si c'est pour avoir la même chose, non merci. Voilà, non merci, parce que j'adore la romance, j'adore le désir, j'adore le slow burn. Mais quand la romance est juste survolée, c'est juste pour donner un petit peu de spicy sans qu'il y en ait, parce que ce n'est que du désir. Et que le désir revient trop souvent, enfin voilà, voilà. J'ai lu ensuite So Let Them Burn par Camilla Cole chez les éditions Hachette Roman, que je remercie puisque c'est eux qui me l'avaient envoyé dans cette magnifique édition reliée, trop belle, avec un jaspage des plus vraiment beau. Et cette couverture, franchement, j'aime trop cette association de gris, doré et rouge, je trouve que ça va super bien ensemble. Et à l'intérieur, nous avons droit à de super illustrations. Faron Vincent est capable d'invoquer le pouvoir des dieux. 5 ans plus tôt, sa magie divine lui a permis de libérer son île de l'ennemi, l'empire de l'Anglais et ses impitoyables dragons. À 17 ans, Faron est une légende pour son peuple et une nuisance pour les royaumes voisins. Toute puissante, la jeune femme pensait n'avoir plus aucune guerre à mener, jusqu'à ce qu'elle découvre lors d'un sommet international pour la paix que sa sœur aînée, Elara, noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Les dieux se montrent formels. Pour briser ce lien, Faron devra tuer Elara. Je ne suis pas mitigée, contrairement à ma précédente lecture, mais j'ai aimé, mais sans plus. Voilà, ce n'est clairement pas ma lecture de l'année, ce n'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est quand même agréable à lire. Donc dans cette histoire, il est question de sœurs qui sont complètement différentes, qui sont aussi proches qu'elles sont rivales, et il est aussi question de guerre de territoire et de magie. Dans cette histoire, nous avons les deux points de vue des deux sœurs. Malheureusement, ce sont des points de vue externes. Donc d'un côté, nous avons Faron, qui est la petite sœur qui est dotée de la magie divine et qui a le don pour mentir. Et nous avons Elara qui est la sœur aînée qui cherche sa voie, qui a le sens de l'honneur et qui veut à tout prix se battre pour les siens. Déjà, ce que j'ai aimé, au-delà du fait que ce livre soit canon, j'ai vraiment beaucoup aimé la fluidité de l'écriture. C'est tellement fluide, tellement agréable que ça en devient prenant et que du coup je l'ai lu plutôt rapidement. J'ai aussi apprécié l'originalité de l'histoire, de la provenance de la magie, de ces deux sœurs que tout oppose. Ensuite, on a des chapitres courts, c'est clairement ma passion, les chapitres courts, parce que comme souvent je lis entre deux moments et que parfois je n'ai pas le temps, quand c'est un chapitre long, j'arrive pas à l'arrêter en plein milieu, donc je suis obligée de continuer et des fois je suis en retard, voilà. Donc j'aime bien les chapitres courts. J'ai adoré Elara, c'est vraiment la sœur que j'ai vraiment le plus aimée parce que Faron m'a souvent exaspérée à cause de son immaturité, hein. Et ce que j'ai moins aimé, c'est que déjà le rythme est beaucoup trop rapide. Vraiment, il y a des scènes qui s'enchaînent et des fois ça donne des faits qui sont survolés, des actions aussi survolées. Ensuite, je trouve que les personnages manquent quand même de profondeur, manquent de détails, manquent d'intensité. Dans cette histoire, il y a une romance. Alors je dois vous avouer que j'étais contente parce que, vous le savez, hein, je viens de vous le dire, j'adore quand il y a de la romance dans les livres. Donc elle est arrivée pour mon plus grand plaisir. Sauf que, à mon sens, elle est trop survolée et je sais
pas réellement si elle était nécessaire dans cette histoire. Oui, c'est pour vous dire à quel point ça m'a pas plus marqué que ça, parce que sinon j'aurais dit l'inverse. Donc voilà, concernant mon avis, donc en somme c'est une lecture que j'ai appréciée, mais voilà, sans plus. J'ai ensuite lu Demigods Academy, le tome 1 Zeus par Elisa S. Amor et Kira Legend, que j'avais reçu des éditions Hachette Roman. Déjà la couverture, je suis trop fan de ses cheveux bleus, de ses tatouages comme ça. Le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres, une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, car les appelés disparaissent aussitôt de la circulation. D'après les rumeurs, ils sont invités à rejoindre l'armée des dieux. Des foutaises, si vous voulez mon avis. Moi, je suis Mélanie Richmond. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline ballottée comme un navire dans la tempête. Alors d'ici à croire que les dieux existent, de toute façon, je n'ai même pas reçu de boîte mystère. Peut-être parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance ou que je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouages. Alors clairement déjà, je vous annonce la couleur, je lirai la suite avec plaisir parce que j'ai trouvé cette histoire très sympathique. Alors ce n'est pas l'histoire du siècle, mais clairement j'ai passé un très bon moment. Je dirais que c'est vraiment un livre pour ados et plus, bien sûr, qui est vraiment très sympathique. Et le côté jeunesse ne m'a pas du tout dérangée, et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que ça se passe dans la mythologie grecque. Vous savez la passion que j'ai pour ça. D'ailleurs j'ai un autre livre sur la mythologie grecque que je vais vous présenter juste après. Et ouais, j'adore ça. Les cours sont quand même dispensés par des dieux grecs, s'il vous plaît. L'écriture est vraiment très agréable, vraiment très fluide, ça se lit hyper vite. En plus, il est pas si grand que ça, il fait seulement 283 pages et puis c'est écrit plutôt gros. Et clairement, ouais, même si ce livre est écrit par deux autrices, je n'ai jamais vu une différence de plume à aucun moment. J'ai aussi bien aimé l'ambiance de l'académie où personne ne peut sortir, où il est question de volonté, de courage, de solidarité et d'acceptation aussi. Pour mon plus grand plaisir, le point de vue est interne, donc c'est écrit à la première personne du singulier, donc voilà, vous le savez, c'est ma cam. Mélanie qui est juste ici, je l'ai trouvée attachante et sympathique, mais, parce que oui, il y a un mais, parfois je l'ai trouvée très cliché et même qu'elle prenait parfois trop de place par rapport aux autres personnages. Comme si, voilà, je suis là, poussez-vous. L'histoire est un peu prévisible, j'avais un peu prédit ce qui allait se passer pour certaines choses, et le rythme aussi de l'histoire, je trouve que parfois il est beaucoup trop rapide, ce qui fait qu'il manque des détails, il manque du développement pour certaines situations. Voilà en somme pour mon avis, mais c'est vrai que j'ai trouvé cette histoire très sympathique. Et c'est clair que je lirai la suite avec plaisir. J'ai lu le 3e tome de la saga Witch and God par Livestone chez les éditions BMR, donc voici la couverture. Je ne l'ai pas, je l'ai lu sur ma liseuse parce qu'en fait je suis à la recherche de cette couverture là et non de cette couverture là qui maintenant est trouvable partout en librairie, contrairement à celle-là qu'on trouve très peu. Donc du coup, comme je veux absolument que ça soit les mêmes couvertures que mes 2 livres précédents, j'attends en attendant de la trouver. Et donc du coup, ça y est, j'ai terminé cette trilogie que j'aime tant et je vais vous donner mon avis sur ce 3e tome. Pour vous faire un petit récapitulatif, donc le 1er tome ressemble à ça, donc Ella la promise, donc maintenant ça a une couverture différente et j'avais eu un coup de cœur pour cette histoire. Ensuite, le tome 2, donc qui s'intitule L'enlèvement de Circé, pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur, encore plus gros que pour le tome 1. Et ensuite donc le 3e tome que je viens de lire qui s'intitule Insoumise Méroé. Pour vous expliquer un petit peu la construction de cette trilogie, dans le 1er tome on suit Ella, donc qui est la plus petite des sœurs, ensuite on suit Circé qui est la plus grande et Méroé qui est la 2e. Et donc même si à chaque fois on suit donc le point de vue de chacune des sœurs et que c'est chacune leur propre histoire, nous avons un fil conducteur tout au long de cette trilogie qui se clôture dans ce 3e tome. Dans cette histoire, on suit cette fois-ci Méroé qui va être enlevée et qui va être liée malgré elle et aussi malgré lui au dieu Héphaïstos, qui est le dieu du feu, de la forge et des volcans dans la mythologie grecque. Alors clairement, est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Peut-être aussi. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour la trilogie complète, honnêtement. Après, je peux vous dire d'ores et déjà que ce tome 3 n'est pas aussi excellent que le tome 2,
mais quand même il est très bon. Je trouve que c'est pour moi une très belle façon de clôturer cette saga que j'aime tant. J'ai adoré avoir le point de vue interne de Meroë, qui est la sœur, je trouve, la plus effacée de ce trio, parce qu'en fait on la voyait très peu dans les précédents tomes, et j'ai vraiment adoré découvrir son point de vue, adoré découvrir ses pensées, ses paroles, tout en fait. Clairement j'ai tout aimé de ce personnage là. Et on a Héphaïstos, on rencontre ce dieu grec qui voilà, est tout aussi incroyable que les précédents, même si j'ai une préférence pour Hermès, et ensuite en deuxième position pour Deimos, et en troisième vient Héphaïstos. Mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup aimé découvrir ce dieu grec, et puis aussi l'alchimie qui est entre les deux, les joutes verbales, les dialogues, franchement j'ai trop aimé. J'ai adoré découvrir Héphaïstos, donc ce dieu du feu, de la forge et des volcans. J'ai beaucoup aimé le découvrir, le comprendre aussi, comprendre son caractère et le voir évoluer. On suit donc toujours les autres personnages qui gravitent autour des sœurs, qui sont encore une fois bien détaillés. On comprend pourquoi aussi certains liens entre certains personnages, pourquoi ils sont comme ça les uns envers les autres, donc on comprend mieux. Et puis vraiment la plume de l'autrice Livestone, c'est manier les mots à la perfection, c'est juste incroyable, c'est fluide, c'est addictif. Je l'ai lu ce troisième tome aussi rapidement que les deux précédents. Clairement, si vous cherchez une histoire de sorcière et de dieu grec avec des points de vue différents, donc de trois sœurs différentes qui ont des caractères différents, franchement, vous allez être servi avec des dieux grecs aussi différents. Vous allez kiffer, vraiment, c'est une super trilogie. Maintenant j'ai plus qu'à trouver ce fameux troisième tome, et ensuite je continuerai avec la saga spin-off de cette trilogie. J'ai lu ensuite Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines par Lydie Tabarin chez les éditions Hachette Roman. Donc il me l'avait envoyé, franchement la couverture elle est canon avec ce doré sélectif, cette couverture violette où l'illustration en fait commence ici et hop elle continue même derrière, franchement j'aime beaucoup. Dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodrigue, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Héritières de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodrigue n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt, empoisonnée par du thé, dont le plus grand secret est que les regards de la cour entière se tournent vers elle. Cette histoire, c'est un mélange de magie et de thé. Oui, vous avez bien entendu, de thé à boire. Et bon, clairement, voilà, je n'aime pas le thé. J'ai l'impression de ne pas être une vraie lectrice parce que toute lectrice qui se respecte boit du thé en lisant un livre. Mais ce n'est pas mon cas. J'ai beau essayer, j'ai essayé plein de café, plein de thé. Mon palais n'y arrive pas en fait. Mais je vous rassure, c'est même la même chose pour l'alcool, le vin, le rosé, tout ça. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Les alcools forts, tout ça, moi je préfère voilà, tout ce qui est boissons pétillantes, tout ça, les sodas à la rigueur. Mais c'est vrai que j'ai un palais qui est très difficile au niveau des boissons. Si vous avez un thé à me conseiller pour les novices du thé, pour les personnes qui n'ont pas de palais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette histoire parle aussi de complot politique, d'enquête, de diversité. C'est ça qu'on aime. Ça parle aussi d'inclusivité. Ça aussi on adore. Avec donc la communauté LGBTQIA+, avec de la romance FF principalement. Donc voilà, tous les sujets qui sont abordés. La plume de l'autrice est franchement hyper prenante, hyper agréable. C'est doux et poétique à la fois. Le world building est très bien construit, il est très bien détaillé et dès le début, on se sent, enfin je me suis sentie happée par cette histoire. Les personnages sont attachants et bien détaillés, alors vous dire si je préfère Isabelle ou Andarina, ce serait un peu compliqué parce que parfois j'en préférais plus une que l'autre et inversement quelques chapitres après. On va dire que je les apprécie toutes les deux et j'ai vraiment apprécié voir l'évolution de ces deux personnages et l'évolution de leur relation tout au long de l'histoire. Et clairement, les révélations que nous avons à la fin sont vraiment cohérente avec l'entièreté de ce livre. Franchement, ouais, c'est une vraiment très belle lecture. Et je termine par une saga coup de cœur, alors que pourtant c'était pas parti pour. Vraiment, c'est la saga Le Royaume des Damnés, parce qu'en fait, donc le tome 1, je l'avais lu il y a de cela plusieurs mois, et récemment, j'ai lu le tome 2, et j'ai enchaîné avec le tome 3, donc Le Royaume des Maudits et Le Royaume des Inferni, par Kerry Maniscalco chez les éditions de Saxus. Encore une fois, les objets livres sont juste canons, enfin les couvertures, en plus là, ça mélange, il y a des couleurs différentes, les couvertures sont trop belles, avec des têtes de mort, tout ça, même l'intérieur, avec la dust jacket, franchement
la carte à l'intérieur. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Streghe, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. J'avais dit que le tome 1, je l'avais apprécié, mais que je trouvais que la romantécie, donc la romance dans la fantasy, n'était pas assez intense, que Colère, le personnage masculin, on ne le voyait pas assez, qu'il n'était pas assez présent, et je trouvais que le rythme était plutôt inégal avec pas mal d'incohérences. Et sachez que depuis, mon avis a changé grâce au tome 2 et au tome 3. Alors mon avis pour le tome 2, déjà, je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 1 parce que déjà, Colère est beaucoup plus présent, parce que Emilia, elle est en quête de vérité cette fois-ci dans un autre royaume que j'ai pris plaisir à découvrir. La romantécie est beaucoup plus présente, beaucoup plus intense pour mon plus grand bonheur. Il y a plein de rebondissements, on découvre aussi les autres princes et on a une fin qui nous laisse sur les fesses avec une très très grande révélation. Et après, il y a toujours ce petit point négatif qui persiste. Le rythme est toujours inégal, ça je dois l'avouer, mais je trouve que c'était moins important que pour le tome 1. Et il y a des scènes qui, à mon sens, sont résolues beaucoup trop rapidement, alors que ça méritait beaucoup plus de détails et beaucoup plus de longueur, on va dire. Et le tome 3, c'est littéralement un gros coup de cœur parce que la romantécie, elle est encore plus présente, parce qu'il y a beaucoup de révélations auxquelles je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce qu'on comprend mieux certaines choses, le pourquoi du comment de certaines choses qui sont apparues dans les 2 précédents tomes, parce que j'ai aussi adoré l'évolution de Colère et de qui est waouh, et de Emilia qui est de plus en plus badass, mais vraiment, et qui a un caractère mais vraiment très fort. On en apprend aussi beaucoup plus sur les princes et j'ai pris un certain attachement, d'ailleurs j'ai eu un certain attachement pour certains princes, et la fin, je trouve qu'elle clôture parfaitement bien cette trilogie, vraiment. J'espère que l'autrice fera une saga spin-off sur d'autres personnages parce que franchement ça a été dans l'ensemble une histoire que j'ai pris vraiment plaisir à lire. Même si le rythme est quand même dans sa globalité inégale tout au long des 3 tomes, j'ai clairement eu un coup de cœur pour cette saga. Ouais, au final, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est tout ce que j'aime dans la fantasy. Un world building extrêmement bien détaillé, à tel point que comme j'ai laissé pas mal de temps entre la lecture du tome 1 et du tome 2, il y a plein d'informations que je n'avais plus en tête du tome 1 en fait quand j'ai lu le tome 2. Donc ouais, c'est pour vous dire que le world building est extrêmement détaillé. Il n'y a pas tant de personnages que ça, mais c'est extrêmement bien détaillé. Les personnages sont vraiment approfondis, c'est vraiment abouti. Vraiment, en somme, si vous cherchez une romantécie de qualité slow burn avec un world building des plus construits et détaillés, avec des rebondissements auxquels on ne s'attend pas, vous allez adorer, mais vraiment vous allez adorer, parce que ayant lu plein de fantasy, c'est vrai que, puis même beaucoup de romance, c'est vrai que on finit par être pas trop surpris en fait, enfin on a tendance à voir les choses venir. Là clairement c'est le genre de fantasy que je kiffe parce que ce n'est pas du tout le cas, je n'avais pas vu venir la moitié des révélations, si ce n'est toutes les révélations, donc franchement un énorme coup de cœur pour cette saga que je vous conseille très fortement et qui sans hésiter devient l'une de mes sagas fantasy préférées de tous les temps. Oui, c'est pour vous dire. Pareil d'ailleurs pour la saga Witch and God, fait partie aussi de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps, surtout en termes de mythologie grecque. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas, bien sûr sans spoiler, je vous fais confiance. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!